Au bord de l'élimination, le Canadien de Montréal en mode survie. Également, ce soir, incertitude sur la guerre en Iran et attaque russe sur un membre de l'OTAN. Este cu această expulzare a consulului și închiderea consulatului este un mesaj. Le président roumain demande aux alliés de faire face à la menace. La ville de Montréal lance l'opération 1er juillet. Davantage de soutien pour accompagner les personnes vers des solutions adaptées à leur situation. Il est 22 h, c'est l'heure de Nouveau Info. Bonne fête de soirée tout le monde. C'est le 5e match de la série Canadien Hurricanes, le 19e match en série pour le bleu, blanc, rouge. Et ça ne va pas très bien présentement. 5-0. Et on s'en va tout de suite retrouver notre équipe en direct du Théâtre Rialto où les partisans sont rassemblés. Bon, Lily, c'est quoi le moral des troupes là, présentement? Écoute, je te mentirai pas, il y a quand même des visages longs dans la salle. Il y a même des gens qui sont partis, qui sont rentrés à la maison. Il y avait quand même l'ambiance au début du match, mais ça n'a pas pris de temps avec les 3 buts marqués par les Hurricanes en première période. Eh bien, ça a complètement miné le moral des troupes. Je me trouve présentement avec la directrice des événements au Théâtre Rialto, Stéphanie Bergevin, et tu sais, qui a présenté, vous avez quand même présenté les matchs de la série depuis le début. Qu'est-ce qu'on retient de ces visionnements-là avec les partisans? Bien, c'est ça, pour nous, c'était une première vraiment pour la salle, puis ça a été super rassembleur pour le quartier. Ça a été le fun de voir vraiment tout le monde se présenter, les familles, nos amis, nos familles, tout ça, aux soirées. Fait que ça reste quand même un événement qui a été le fun pour tout le monde là, tout au long du dernier mois, pendant les séries. C'est quoi le moral là, des partisans? Qu'est-ce que vous observez? Bien, c'est sûr que je pense que le monde commence à être triste un peu, ça l'a quitté un peu, mais il y a quand même des personnes qui restent et que je pense qu'ils vont rester quand même jusqu'à la fin en espérant qu'on réussisse à retourner ça de bord, mais c'est sûr que c'est triste un peu pour tout le monde. Là. Merci beaucoup. Vous l'avez entendu, il y a des gens qui restent jusqu'à la fin, des partisans qui sont fidèles pour ce match numéro 5 du Canadien. Faut le dire, il y a eu très peu de lancers de la part du tricolore aujourd'hui, ce soir. Il se fait complètement dominer par les Hurricanes. Le pointage pour l'instant est 5-0 pour les Hurricanes. Il reste une période. C'est pas impossible d'avoir un retournement de situation, mais là, pour l'instant, dans la salle ici, au Théâtre Rialto, c'est la déprime, je dois le dire. Lily et les partisans du CH qui aimeraient quand même y croire. Alors, comme on dit, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Alors, on continue de suivre ça. On se reparlera peut-être vers la fin du bulletin. À plus tard. À plus tard. Bon, si on ne célèbre pas pour le bleu, blanc, rouge en fin de semaine, en tout cas, au moins, on pourra le faire avec les filles de la Victoire de Montréal. Parce que la Victoire, elle est championne de la Coupe Walter. Elle va défiler dans les rues du centre-ville de Montréal. Demain, les joueuses qui seront au quartier des spectacles dès 11 h pour célébrer avec les partisans. L'équipe va ensuite marcher sur la rue Sainte-Catherine entre Blurry et Clark. C'est la première fois que la Victoire remporte les grands honneurs de la LPHF. Par ailleurs, la météo ce soir joue au trouble fête à Montréal. Les organisateurs ont pris la décision d'annuler le tour de nuit en raison du vent, de la pluie et de la grêle. Les cyclistes pourront toutefois se reprendre dimanche pour le Tour de l'île. Il s'agit d'ailleurs du point culminant du festival Go Vélo. L'événement qui se tient quand même sur une semaine attire environ 40 000 participants. Bien sûr, avis aux automobilistes, à mieux vaut prévoir vos déplacements et privilégier aussi le transport en commun. Par ailleurs, les orages et les rafales de vent ont causé des milliers de pannes de courant dans la province. L'Outaouais est la région la plus touchée, avec quelques 31 000 foyers plongés dans le noir ce soir. En Montérégie, près de 9 000 adresses sans électricité. En Mauricie, ce sont 3 400 pannes. Allons maintenant faire un tour à l'international. Il y a un important sommet sur la sécurité qui s'ouvre à Singapour sous fond de tensions en Iran, en Ukraine et même chez ses voisins membres de l'OTAN. Pour nous aider à y voir plus clair, on joint tout de suite l'ancien diplomate et professeur d'affaires publiques internationales de l'Université d'Ottawa, Ferry de Kerkhove. Bonsoir, professeur de Kerkhove. Bonsoir. Bon, là, on commence par ce drone qui s'est écrasé sur un immeuble à Bucarest, faisant 2 blessés. La Roumanie, qui est un pays membre de l'OTAN. À partir de maintenant, qu'est-ce qui risque de se passer? Est-ce qu'on risque un embrasement avec une riposte des alliés?
Je ne pense pas qu'on doit s'attendre à une riposte. Il y aura évidemment toutes les protestations vis-à-vis de Moscou. Il y aura évidemment un renforcement, je crois, de la défense de l'Ukraine, du réarmement de l'Ukraine, qui mène finalement une lutte assez solide parce qu'après 5 ans de guerre, Poutine n'a même pas conquis un quart de l'Ukraine. Autrement dit, de la part de Poutine, c'est d'abord montrer à sa population qu'il continue à guerroyer et qu'il frappe maintenant la ville de Kiev. En ce qui concerne la question de la Roumanie, évidemment, c'est assez inquiétant, mais ça ne va pas déclencher nécessairement une autre guerre mondiale ou même relative dans cette région-là, mais ça va certainement renforcer, au fond, j'allais dire la solidarité européenne. Il va y avoir probablement des déplacements de troupes, notamment européennes, françaises ou autres, en Roumanie pour montrer la solidarité de l'ensemble de la communauté européenne et j'espère avec l'appui de Donald Trump qui est terriblement absent tous ces temps-ci. Alors, si vous voulez, l'idée de cela, c'est de déstabiliser l'Union européenne et finalement, je crois que ça va se retourner contre le père Poutine qui, pour l'instant, n'emmène pas large après 5 ans de guerre. Le fait qu'il se sert au fond maintenant de Kiev comme cible pour montrer à la population russe que cette guerre n'est pas terminée et qu'au fond, il est capable de faire très mal à l'Ukraine. Autrement dit, c'est un jeu terriblement dangereux, mais je ne pense pas que ça puisse déborder au-delà de ces mouvements de drones occasionnels. Professeur de Kerkhove, vous avez mentionné Donald Trump. On a l'impression qu'il en a quand même plein les bras. Il se concentre, on dirait aussi, sur la guerre en Iran, le détroit d'Ormuz. Bon, on semblait tout près d'un accord. Finalement, l'Iran dit, bon, il n'y en a pas d'entente concernant le nucléaire. Comment faut-il interpréter ça maintenant? Vous savez, le seul accord qui ait jamais tenu la route, c'était le JCPOA qu'Obama avait négocié. Et Donald Trump essaye de faire un nouvel accord qui ressemblerait sans être le même. Or, c'est impossible dans la mesure où ce qui avait été établi à l'époque d'Obama était véritablement le fondement. Alors, en ce qui concerne les amis iraniens, même si il y a un risque de reprise des hostilités, probablement, à moins qu'il y ait un accord, mais je crois qu'à long terme, les Iraniens ne renonceront jamais à la possibilité d'un armement nucléaire. Ils vont signer un accord qui diront « nous ne continuerons pas », mais je ne pense pas que la puissance iranienne face à toute l'hostilité qui entoure, dont il est en grande partie responsable lui-même, je ne pense pas que l'Iran puisse complètement abandonner, en tout cas à long terme, la possibilité d'une dotation d'armes nucléaires. Donc, si vous voulez, la déstabilisation du système ne veut pas s'arrêter, et avec Donald Trump, personne ne sait si tout à coup il ne reprendrait pas les hostilités, d'autant plus que le père Netanyahou ne cesse pas de l'encourager et d'être terriblement déçu. Et pendant ce temps-là, d'ailleurs, Netanyahou mène une campagne absolument atroce dans le Liban, ce qui est absolument impardonnable et inacceptable. Et il n'y a aucun progrès en ce qui concerne Gaza. Alors la situation est loin d'être florissante. Merci beaucoup, professeur de Kerkhove, ancien diplomate et professeur à l'Université d'Ottawa. Bonsoir. Bonsoir. Par ailleurs, une fusée a explosé spectaculairement jeudi lors d'un essai au sol à Cap Canaveral en Floride. Personne n'a été blessé, mais les images sont assez impressionnantes. Vous pouvez le constater par vous-même. Lors d'un test sur les moteurs, il y a une anomalie qui a provoqué une énorme boule de feu qui a complètement détruit l'appareil. Il s'agissait de la fusée New Glenn de l'entreprise Blue Origin, d'une propriété de Jeff Bezos. Montréal lance l'opération 1er juillet avec plus de moyens cette année, alors qu'encore une fois, de nombreux locataires craignent de se retrouver à la rue. Les détails après la pause. Restez avec nous, tout le monde. Vous savez, le 1er juillet, ça s'en vient. Il y a de nombreux ménages, encore une fois, qui craignent de ne pas pouvoir se trouver un endroit pour se loger, notamment à Montréal. D'ailleurs, la Ville a annoncé aujourd'hui qu'elle octroie près de 3,5 millions de dollars à l'Office municipal d'habitation, une somme qui va permettre de bonifier les ressources et idéalement aussi offrir plus de logements. Lila Mouche. Aujourd'hui, on vous annonce une mesure très concrète. C'est celle de renforcer l'Office municipal d'habitation de Montréal et donc de bonifier leur enveloppe de 3,4 millions sur 3 ans. Ça veut dire davantage d'aide au relogement, davantage d'hébergement temporaire lorsque ça va être nécessaire et davantage de soutien pour accompagner les personnes vers des solutions adaptées
à leur situation. Si le 1er juillet nous a souvent fait sourire, il cache pourtant un triste constat. La ville et les organismes communautaires craignent de voir plus de personnes perdre leur logement à l'approche de cette date, là où prennent fin la majorité des baux non renouvelés. Il faut s'assurer que personne ne se retrouve le 1er juillet pas de toit, que personne n'ait pas de soutien. Il faut surtout que les gens ne soient pas laissés à eux-mêmes. Donc, il y a des gens présentement qui sont dans la rue à Montréal parce qu'ils ne sont pas capables de payer leur loyer. L'opération 1er juillet, elle vise justement ces personnes-là. On a décidé, suite à la crise actuelle, de prendre nos responsabilités et de bonifier de 3,4 millions l'enveloppe pour les 3 prochaines années, ce qui nous amène à un budget historique total de 5,5 millions. Les déménagements du 1er juillet, c'est culturel à Montréal. Et même si chaque année, environ 200 000 ménages se relocalisent, notre 1er juillet reste le jour le plus achalandé de l'année. Mais tout ça a bien changé. On ne sait pas où on va se ramasser. On peut se ramasser dans une chambre d'hôtel parce qu'on n'a pas rien trouvé. On peut se ramasser à la rue. Quand tu as un bon loyer, c'est un pense-y bien avant de faire le mouvement. Là. Il y a une personne que je connais justement qui, elle loue. Donc, elle est propriétaire, elle loue. Et elle voit que c'est beaucoup plus difficile de trouver des locataires. Vraiment. Je ne vais pas déménager finalement. Non. Il y en a moins qui déménagent parce que le coût de la vie est tellement cher. Rien qu'entre 2024 et 2025, le taux de rotation est passé de 11,6 % à 10,4 %. À titre d'exemple, le taux de rotation était de 18,6 % en 2018 et progressivement a chuté quasi chaque année. Ce qu'on voit, c'est des logements disponibles, très cher. Le 1er juillet, à Montréal et à Québec, dans le cadre de la coalition contre le logement cher, on va faire une grosse manif-action pour sortir de cette crise et pour avoir des solutions structurantes. Autre problème qui dure tout au long de l'année, ce sont les immeubles barricadés à Montréal. Et pourtant, l'Office municipal d'habitation de Montréal promet de s'en occuper à hauteur de 47 % pour l'instant. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info. Plus d'1 million de Montréalais vont devoir réduire leur consommation d'eau cet été. Des travaux d'aqueduc doivent être faits en urgence dès demain sur une conduite endommagée sous l'avenue Atwater. Le tuyau de plus d'1 mètre de diamètre est en très mauvais état et la ville veut éviter qu'il n'éclate, ce qui causerait d'importants dommages. Et il faut savoir qu'au Québec, on a environ 20 milliards de déficit de maintien actif, c'est-à-dire c'est 20 milliards de conduites en mauvais et très mauvais état. C'est pas propre à Montréal, c'est vraiment au Québec. Il y a un sous-financement et évidemment, c'est comme quand on a une voiture, on ne fait pas les changements d'huile, mais à un moment donné, on s'attend aussi à ce qu'il y ait des conséquences. Qu'est-ce qui est intéressant avec le cas de la Ville de Montréal actuellement, c'est qu'on voit que la Ville a des bonnes connaissances, est capable de trouver la fuite avant que la fuite nous trouve. En culture, maintenant, c'est un des événements les plus glamour de Montréal, la soirée bénéfice des Printemps du MAC. Cet événement a pour but de faire découvrir l'art contemporain à la relève. Marc Assimard nous amène dans les coulisses de cet événement. Cette année, les Printemps du MAC ont choisi d'investir dans l'avenir de 6 artistes de la relève. Les fonds serviront principalement à financer cette première cohorte du programme Habiter le MAC et on est à quelques heures du tapis rouge. On voulait prendre ce moment pour réfléchir et mettre les artistes dans notre quotidien. Alors, c'est ça le concept de Habiter le MAC, c'est d'investir dans une cohorte de 6 artistes en résidence chez nous, de leur donner le temps, le soutien financier, le soutien d'expertise du musée pour développer leur carrière. L'art contemporain, c'est l'art qui part de l'actualité, de notre société en ce moment, tout ça. Donc, pour moi, c'est le type d'art qui devrait le plus se refléter chez les jeunes. Je pense que c'est aussi une bonne façon de commencer un peu notre parcours dans le milieu culturel. On parle beaucoup de désinvestissement en culture, de cette importance. C'est une lueur d'espoir, je pense, pour ces artistes-là, puis pour la communauté artistique aussi. Ouais. Hein? Absolument. C'est vraiment aller à l'inverse de qu'est-ce qu'on fait en exposition d'habitude. D'habitude, on présente seulement les résultats. Ici, on invite le public à rencontrer le processus de création. Durant cette soirée, les gens auront accès donc à cette nouvelle cohorte qui vient tout juste d'arriver à Montréal ou qui vient de s'installer au MAC. Là. Oui, on avait une optique de qu'est-ce qui se passe la nuit dans un musée, quand le musée est fermé, un peu prendre possession du musée, tout le côté créatif, l'ambiance qui reste là, même si les portes sont fermées. Fait qu'on veut que les gens ils viennent, saisissent l'opportunité de rencontrer des artistes dans un milieu qui n'est pas nécessairement peut-être plus corporatif ou dans un musée où tu n'as pas le contact directement avec l'artiste. Donc là, avec Habiter le MAC qui est juste à côté de notre soirée, on va pouvoir aller dans les installations justement du musée. À Montréal, Marc Assimard pour Nouveau Info. Maintenant, on parle d'un événement plutôt inusité, une compétition d'opérateurs de chariots élévateurs. Ça se tient à Sherbrooke. C'est une première au Canada. Les participants qui doivent finalement prouver leur talent dans une série d'épreuves. Fanny Lachance-Paquette.
Ce samedi, ici à l'Aréna de Valcourt, se tiendra une première au Québec, la toute première compétition de chariot élévateur où s'affronteront une trentaine de compétiteurs. Le premier au Québec, je dirais même en Amérique. Donc, c'est inspiré de l'Europe. Il y a une compétition là-bas qui existe depuis très longtemps qui s'appelle la Stapler Cup. C'est gros, c'est immense. C'est venu en réalité d'une idée d'un monsieur très connu dans la place ici qui s'appelle Daniel Lacroix, qui avait vu ça. Puis qu'il a dit hey, moi, j'aimerais ça faire une compétition pour faire rayonner autant les entreprises de la région, mais aussi ce métier-là de conducteur de chariot élévateur qui est peut-être un métier, je vais dire, moins sexy dans le domaine manufacturier. Donc, l'épreuve 1, on part avec le chariot élévateur qui est là. On va chercher le rack de palettes qu'on voit à l'autre bout. Il y a un circuit qui doit être fait, qui nous amène jusqu'à l'autre ici qu'on voit, l'autre rack de palettes. On le dépose à côté dans un carré qui est prédéterminé. On prend le rack de palettes, on refait le circuit au complet, on le ramène directement où on était au départ et on doit ramener le chariot élévateur ici à la même position qu'il est là avec le frein à main. Quand on a lancé l'idée, au début, on n'a aucune idée combien il y a des gens qui vont s'inscrire. Mais on a eu plus de 100 inscriptions. On a 2 femmes à l'intérieur des 30. La majorité, je dirais 80% au moins, viennent de la région. Bien, j'avais vu ça se passer sur Facebook. Puis le soir même, mon boss m'a écrit « ça serait le fun si tu te réinscrirais, puis tu nous représenterais. » Puis, on se pratique dans le cours, on met des morceaux de bois, on les embarque ses palettes, puis on se pratique comme ça. On fait des petites choses qu'on essaie, qu'on fait pas d'habitude, là. Comme quoi? On ramasse des choses plus petites, là, à terre, puis... Mais c'est ça qu'on va faire, j'ai aucune idée. Si on se rend loin, c'est correct. Sinon, ben moi, je me dis, c'est d'avoir du fun, puis le but, c'est de participer. L'événement se tient ce samedi 30 mai et il suscite un tel engouement que les plus de 700 places de l'Aréna ont toutes trouvé preneur. À Valcourt, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. Je souhaite bonne chance aux participants. Maintenant, nouvelle d'une grande importance attendue depuis très longtemps. La première ministre Christine Fréchette a finalement donné le feu vert pour les travaux des hôpitaux de Jonquière et Chicoutimi. La rénovation de l'urgence de Jonquière va nécessiter un investissement de 90 millions de dollars et la modernisation du bloc opératoire de Chicoutimi, quant à elle, devrait coûter 840 millions. La mise à niveau puis l'entretien des actifs, là, ça a fait l'objet de trop peu d'attention avant 2018, pendant plusieurs années. Et quand on est arrivé au pouvoir, ben le rattrapage, il était important. Ça va prendre encore plusieurs années parce que la capacité de payer des Québécois aussi, elle est limitée. Il faut la respecter. Donc là, on a mis beaucoup d'accent sur les établissements de santé parce que les besoins sont grands, sont criants. Il va y avoir un nouvel indicatif régional au Québec. À partir du 27 février 2027, le 273 va être introduit dans la région qui est actuellement desservie par les indicatifs 367, 418 et 581. Ça couvre la capitale nationale et l'est du Québec, donc le Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, la Côte-Nord, la Gaspésie et de la Madeleine et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, si vous faites une demande pour un nouveau service téléphonique à partir du 27 février prochain, ça se pourrait qu'on vous donne un numéro avec cet indicatif-là. Les indicatifs qui existent déjà vont continuer d'être attribués jusqu'à l'épuisement. Ce nouvel indicatif régional-là est ajouté pour s'assurer que les résidents et les entreprises de ces régions-là puissent continuer d'avoir accès à de nouveaux numéros. Évidemment, ça ne va pas affecter les numéros abrégés comme le 911 ou le 811. Vendredi soir, vous cherchez peut-être des activités culturelles à faire en fin de semaine. Voici ce que mon collègue Raphaël Roy nous a préparé. On sent qu'on fait un pas de plus vers l'été quand on regarde les festivals qui débutent un peu partout à travers le Québec, entre autres à Montréal. C'est le début du Festival Transamérique. Ça bat son plein actuellement. C'est le plus grand festival de création contemporaine en Amérique du Nord où on met de l'avant la danse, le théâtre. Donc, il y a près d'une vingtaine de spectacles qui sont présentés en salle, mais aussi dans différents lieux à l'extérieur, un peu partout à Montréal. Des créations d'ici, d'ailleurs. C'est jusqu'au 10 juin.
Et à Québec, on célèbre aussi le théâtre parce que c'est le festival de théâtre Carrefour qui a lieu actuellement dans différents lieux, encore une fois, dans la ville de Québec, mais aussi à l'extérieur, mais aussi en salle. Et un événement phare de ce festival-là, c'est où est-ce que tu vas quand tu dors en marchant, où tu vas quand tu dors en marchant, où vous déambulez à travers les rues du quartier Saint-Sauveur. Vous vous promenez à travers différents univers. Il y a près d'une 50aine d'interprètes qui prennent part à ce spectacle-là, qui est un mélange de théâtre, un mélange de danse, un mélange de musique. Donc, dans le quartier Saint-Sauveur, c'est le festival de théâtre Carrefour qui a lieu jusqu'au 13 juin. En musique, Look Comes, qui enflamme le parc Jean-Drapeau. Il a enflammé le parc ce soir, mais ça va se poursuivre aussi demain. Look Comes qui présente sa tournée My Kind of Saturday Night et on l'écoute avec son méga hit Kind of Love We Make. C'est tellement bon. L'odeur de bouffe va s'installer à Chambly parce que c'est le pique-nique printanier à Chambly. Donc, camion de cuisine de rue pour vous. Il y a de l'animation, il y a des jeux d'adresse en famille, entre amis. C'est le temps de manger à l'extérieur, d'échanger et de rencontrer aussi les producteurs locaux parce qu'il y a un marché avec des produits locaux qui sera disponible sur place. Donc, c'est demain. En plus, il annonce beau. Donc, c'est franchement agréable, ce pique-nique printanier de Chambly. Et également, 44e édition de l'Expo agricole de Bécancour. Ça a lieu en fin de semaine. Des spectacles musicaux, des cours de danse country, il y a une mini-ferme, des jeux gonflables, tir de petits tracteurs. Vous pouvez aussi en apprendre davantage sur la production laitière. Donc, ça se passe tout ça à l'Expo agricole de la MRC de Bécancour. Je parie que c'est là qu'il y a les plus belles vaches. Je dis ça de même. Bonne fin de semaine. On trouve tout de suite notre équipe en direct du Théâtre Rialto où des partisans sont rassemblés. Bon, Lily, 5e match. Et là, le Canadien qui vient de compter. On est 5-1. Il reste à peu près 10 minutes à faire, mais quand même, est-ce que tu as senti un petit regain d'énergie des partisans? Oui, je pense définitivement que ce but-là vient mettre un baume sur le cœur des partisans du Canadien. On a senti un regain d'énergie, mais reste qu'il y a beaucoup de partisans qui sont partis du Théâtre Rialto. On a une partisane avec nous. Grosse déception ce soir. Comment vous vous sentez? Bien, c'est sûr que là, on vient de marquer, donc il y a comme un regain d'énergie. Il reste 8 minutes. Fait que c'est encore possible. Il y a 5 minutes, je vous aurais dit c'était fini, mais là, j'y crois encore. Donc voilà, Marc-Claude, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Je rappelle que le Canadien, même s'il est éliminé ce soir, il a quand même vécu le Lightning de Tampa Bay et les Sabres de Buffalo. Donc les partisans ont espoir que le Canadien de Montréal accède à la Coupe Stanley plus tard. Bon, Lily, c'est pas fini, là. Moi, je suis d'avis de cette partisane. On attend encore un peu. Et bien sûr, en fin de semaine, on va surveiller aussi le défilé de la victoire de Montréal. Ça se passe demain au centre-ville. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. Bon week-end, tout le monde.